La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à tous sur le webinaire CIR et IPBox, des dispositifs d'aide à l'innovation, organisé en partenariat avec la DFCG Côte d'Azur. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous répondrons à toutes vos questions pendant environ 10 minutes. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez pendant le webinaire grâce au module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. De plus, la présentation de nos experts vous sera envoyée par email à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos intervenants du jour. Amandine Méliera, présidente de la DFCG Côte d'Azur. Bonjour Amandine. Bonjour Delphine, je suis effectivement présidente du réseau DFCG Côte d'Azur depuis 2 ans maintenant et je suis également DAF de la société Safelec. Merci Amandine. Je laisse maintenant le plaisir de vous présenter Laïla Elwali. Bonjour Laïla. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors Laïla Elwali, fiscaliste au sein d'Heming, j'interviens sur le périmètre de l'innovation, donc pour les dispositifs CIR, C2I et depuis peu IPBox. Merci Laïla. Et pour terminer, je laisse la parole à Frédéric Piaguet, expert fiscaliste de l'innovation. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine et bonjour à tous. Frédéric Piéguet, expert en fiscalité de l'innovation. Je suis moi de formation ingénieur scientifique donc, et j'interviens sur les dispositifs fiscaux d'aide à l'innovation que sont du coup le crédit d'impôt recherche et l'IP-Box qui nous concernent aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Abordons maintenant le programme de notre webinaire. Alors, dans un premier temps, Amandine nous présentera la DFCG Côte d'Azur, puis nos experts nous présenteront d'une part le dispositif du crédit impôt recherche et ses dernières actualités, et d'autre part le nouveau régime de l'IPBox, son champ d'application, son calcul et un exemple concret. Je laisse maintenant la parole à Amandine pour nous présenter la DFCG. Amandine, c'est à vous. Merci Delphine. Tout d'abord, je tiens à remercier Heming pour l'organisation de ce webcast en collaboration avec le réseau DFCG Côte d'Azur. Compte tenu de l'actualité, il nous est apparu pertinent d'aborder les thèmes de l'IP-Box, qui est un dispositif encore peu connu aujourd'hui, et du CIR. Le webinaire est un format que nous connaissions peu au sein du réseau DFCG, parce que notre raison d'être est plutôt l'échange et le partage. Nous avions pour habitude de nous rencontrer physiquement, mais nous nous sommes adaptés. Dès le début du confinement, le réseau national a proposé une large offre de webcasts que je vous invite à découvrir sur le site de la DFCG. Et c'est déjà le 5e webinaire qui est organisé par la DFCG Côte d'Azur. Après une DFCG au féminin, un webcast EY sur les nouvelles contraintes de fast closing, un autre avec BPI sur les dispositifs de crise. Et nous avons également organisé un club compétences sur l'intelligence émotionnelle qui a réuni un très grand nombre de participants. La DFCG, c'est le réseau des directeurs financiers de contrôle de gestion. C'est une association qui regroupe 3000 professionnels de la finance d'entreprise privée et publique. Et nous sommes environ 130 membres sur la Côte d'Azur. L'association, c'est 500 événements par an et 22 groupes de réflexion que vous pouvez également découvrir sur le site DFCG. Comme je vous l'ai dit, la raison d'être de la DFCG, c'est le partage et l'échange, mais également la formation. Et la DFCG est un centre de formation qui est certifié au PQF et référencé Datadoc, dispose d'un catalogue de 80 formations sur des thèmes techniques, mais aussi soft skills. Naturellement, ces formations sont dispensées en visioconférence. Je voulais aborder un dernier point avec vous, c'est la fondation DFCG, sous l'égide de la Fondation de France. C'est une fondation qui a pour mission d'accompagner de jeunes talents qui n'ont pas les moyens de financer leurs études supérieures. 150 bourses ont déjà été versées depuis 2011. Et c'est vrai qu'accompagner les dirigeants financiers de demain permet de donner du sens à nos actions. C'est vraiment une ambition qui est indispensable pour construire l'avenir de nos entreprises. Cette année, la Fondation va offrir 5 bourses à des étudiants sur la Côte d'Azur. Je voulais enfin vous parler des événements qui vont avoir lieu sur le premier semestre. J'espère que ce sera enfin l'occasion de nous revoir. Nous avons un événement avec Malakoff Humanis la semaine prochaine sur le télétravail, ses bénéfices, ses risques, quelles solutions.
Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site DFCG, les événements Côte d'Azur. Un autre événement aura lieu dans 2 semaines, le 25 mars. Ce sera un club compétence sur la mobilisation du CODIR. Un autre webinaire aura lieu le 15 avril. Il sera organisé par la Banque Postale. Et notre événement phare de l'année, qui n'a pas pu être fait l'année dernière, j'espère qu'il pourra avoir lieu cette année, ce sera le 22 juin. Ce sera à l'Ayat, le Palais de la Méditerranée à Nice. J'espère que vous pourrez être présents avec nous. Et je tiens à souligner qu'Heming sera partenaire de l'événement cette année et je les en remercie. Merci Amandine pour la présentation de la DFCG et des événements Côte d'Azur 2021. Je laisse maintenant la parole à Laïla qui va vous parler du crédit impôt recherche. Laïla, merci Delphine. Merci Delphine. Alors du coup, le but est de faire un rappel assez rapide avant d'aborder les actualités sur le périmètre des activités éligibles au crédit d'impôt recherche. Nous retrouverons la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental qui est l'activité la plus fréquemment rencontrée pour les entreprises. Au titre des dépenses éligibles, nous retrouvons les dépenses de R&D internes avec les dépenses de personnel, les dotations aux amortissements et les dépenses de fonctionnement pour lesquelles, on va le voir par la suite, il y a de l'actualité législative. Ensuite, nous retrouvons les dépenses de R&D externes avec la sous-traitance auprès d'organismes publics et la sous-traitance auprès d'organismes privés. Là aussi, nous avons et de l'actualité législative et de l'actualité jurisprudentielle, car c'est un poste de dépense qui est litigieux. Ensuite, nous avons les frais de propriété intellectuelle avec les frais de prise et maintenance de brevets et certificats d'obtention végétale, les frais de défense de brevets et enfin les primes et assurances brevets. Cette partie-là sera abordée davantage sur la partie IP Box qui sera présentée par Frédéric. Et enfin, nous avons les autres dépenses, les dépenses de veille technologique qui correspondent à la participation du personnel à des congrès scientifiques ou au titre des abonnements à des revues scientifiques. Et enfin, nous avons les dépenses de normalisation. Au titre de l'assiette, il conviendra de déduire certaines sommes comme les subventions publiques et avances remboursables sous certaines conditions et les rémunérations versées au conseil CIR, notamment sous certaines conditions. Si nous nous intéressons désormais à l'actualité, nous avons des actualités issues de 2 lois de finances. La première est l'actualité issue de la loi de finances pour 2020 qui correspond à la baisse des frais de fonctionnement calculés sur les dépenses de personnel hors jeunes docteurs. Cette baisse passe de 50 à 43%. C'est une baisse de CIR qui est aux alentours de 4 à 5%. Ensuite, la loi de finances pour 2021 a prévu divers aménagements. Tout d'abord, pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020, une évolution des taux majorés pour la Corse. Pour le crédit d'impôt recherche, ce taux s'élève à 30%. Pour le crédit d'impôt innovation, il s'élève à 35% pour les moyennes entreprises et à 40% pour les petites entreprises. Concernant le second aménagement, cela concerne les demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021. Désormais, les demandes de rescrit et expertise ne peuvent être adressées qu'au MESRI, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. En effet, on ne peut plus adresser des demandes auprès d'organismes chargés de soutenir l'innovation du type ANR. Et enfin, l'aménagement majeur de cette loi de finances pour 2021 est l'harmonisation des modalités de prise en compte des dépenses relatives aux opérations confiées à des organismes tiers. Donc, on a une harmonisation entre les organismes privés agréés et les organismes publics. C'est-à-dire qu'on a la suppression du doublement d'assiette des dépenses de R&D qui sont sous-traitées à des organismes publics ou parapublics.
L'objectif de la mesure est de sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d'aide d'État. En plus de cette suppression du doublement des dépenses, on a le plafond de 3 fois les dépenses internes qui s'applique et on a la suppression du plafond au niveau des organismes publics de 2 millions d'euros qui sera supprimé donc à compter du 1er janvier 2022. Nous sommes en attente d'un décret qui va préciser les modalités d'application de cette harmonisation. Ensuite, nous allons passer aux actualités liées aux actualités jurisprudentielles et notamment relatives au poste de dépense de la sous-traitance avec 2 décisions phares qui ont marqué l'année 2020. La première est en date du 22 juillet 2020. Ce sont 2 décisions du Conseil d'État. Le contexte est le suivant. Les organes de contrôle rejetaient systématiquement les dépenses qui étaient sous-traitées et qui ne constituaient pas des travaux de R&D en tant que tels. Pour autant, aucune distinction n'était prévue dans la loi sur la nature des travaux de R&D effectués par le sous-traitant. Cela a donné lieu à plusieurs décisions contradictoires entre 2012 et 2018 qui a donné lieu in fine à cette position de principe du Conseil d'État du 22 juillet 2020 qui prévoit que lorsqu'une entreprise confie à un organisme prestataire la réalisation d'opérations de recherche nécessaires à le projet de R&D réalisé par le donneur d'ordre, ces dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche, quand bien même ces dépenses sous-traitées, prises isolément, ne constituaient pas des opérations de recherche. C'est-à-dire qu'ils admettent l'éligibilité des prestations dites nécessaires à la réalisation d'opérations de recherche. Cette décision vient sécuriser la position prise depuis plusieurs années qui était de valoriser ces dépenses. Ensuite, nous avons la deuxième décision phare de l'année 2020 du Conseil d'État, qui est la décision Takima en date du 9 septembre 2020. Le contexte était le suivant. Il y avait une obligation qui était instituée par la doctrine administrative pour les sous-traitants agréés de déduire les sommes facturées à leurs donneurs d'ordre éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche. Là encore, cela a donné lieu à de nombreux contentieux et a donné lieu à la position de principe du 9 septembre 2020 qui est la suivante. Désormais, les organismes agréés n'ont pas à déduire la totalité des factures, des travaux qui sont confiés par leur donneur d'ordre. Ils n'ont, ils décident de valoriser ce projet dans leur crédit d'impôt recherche, ils n'auront à déduire que la fraction des sommes facturées à leur donneur d'ordre pour les travaux de R&D réalisés. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas à déduire ni leur marge, ni le coût réalisé par eux-mêmes. Bercy devrait donc être amené à modifier sa doctrine rapidement et nous sommes en attente donc d'éventuels commentaires sur cette décision. Ensuite, nous allons aborder l'actualité du moment qui concerne le remboursement accéléré des créances CIR et C2I restituables en 2021. En effet, Bercy a annoncé tout récemment de nouvelles mesures pour les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire. Il y a eu une reconduction de la procédure accélérée de remboursement des crédits d'impôt. Cela concerne la créance CIR 2017 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, pour celles qui clôturent au 31 décembre, et cela concerne la créance CIR 2020 pour les petites et moyennes entreprises. Cette demande s'effectue par télédéclaration. Enfin, nous allons aborder l'actualité tendance du moment. Les tendances du moment concernent le poste de dépense de la sous-traitance en contrôle. Il est important de bien décrire les travaux réalisés par chaque prestataire. En contrôle, les documents qui seront généralement demandés, ce seront le contrat de sous-traitance ainsi que les bons de commande, les fiches scientifiques et techniques de chaque opération décrivant les travaux réalisés,
le cahier des charges et les annexes techniques, les factures des travaux réalisés et enfin les relevés des décisions des points d'étape effectués sur les travaux en cours. Il est très important il y a une importance accrue et prépondérante à donner aux pièces justificatives et cela a été rappelé dans le guide MESRI 2020. Enfin, nous allons aborder les nouvelles tendances relatives aux chefs de rectification du moment. Nous retrouvons la distinction de la sous-traitance de capacité et de spécialité, distinction qui est régie par le guide MESRI 2019. Pour rappel, ce guide MESRI n'a pas de valeur réglementaire et cette distinction n'est pas prévue par la loi. Autre sujet tendance, nous retrouvons le découpage des projets par phase et la justification des contributions individuelles de chaque personne. Les organes de contrôle, c'est une demande qui est assez prépondérante, excusez-moi, et expressément demandée par les organes de contrôle. Et enfin, nous retrouvons la justification des temps d'usage au titre des dotations aux amortissements, notamment la justification de l'affectation au projet de R&D. Vous retrouverez toutes ces tendances au sein de notre guide du contrôle fiscal qui a été élaboré au cours de l'année 2021. N'hésitez pas à le télécharger sur notre site. Je laisse désormais la parole à Frédéric Piéguet pour la partie IPBox. Merci Leïla pour ce focus sur le crédit d'impôt recherche. Et effectivement, on va maintenant embrayer avec le second dispositif qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, à savoir ce dispositif de l'IPBox. Ce dispositif n'est pas récent, mais il a été profondément remanié dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Les principales modifications sont le taux d'imposition préférentielle qui passe d'un taux qui était au préalable de 15% à un taux qui est aujourd'hui de 10% pour tous les revenus qui seraient éligibles à ce dispositif. Et une condition sur chacun des actifs, c'est qu'il soit réalisé à partir de travaux de R&D au sens du crédit d'impôt recherche. On parle de dispositifs d'IPBox, on parle de dispositifs de Patent Box, sont des noms qui ne sont pas forcément officiels. Le nom du dispositif est en fait le régime d'imposition des produits issus de la cession ou la concession de brevets ou d'actifs assimilés. Ce nouveau dispositif instauré par la loi de finances 2019 nécessite, comme le crédit d'impôt recherche, une double compétence à la fois fiscale et scientifique. Fiscale pour bien entendu les aspects qu'on devine autour de ce dispositif, et scientifique puisque désormais la notion de R&D au sens du crédit d'impôt recherche est instaurée pour ce dispositif. Une autre nouveauté, et non des moindres, instaurée par la loi de finances 2019, est l'extension du dispositif de l'IPBox aux revenus issus de la vente de logiciels via licence. On retrouve les actifs qui étaient précédemment concernés par l'ancien dispositif, à savoir les brevets, les certificats d'obtention végétale. On parle également des procédés de fabrication industrielle qui sont l'accessoire indispensable des brevets, et donc également les logiciels. On parle de logiciels protégés par droit d'auteur qui a un caractère original. La présence de travaux de R&D engagés pour le développement du logiciel lui confère son caractère original au sens du code régissant la propriété intellectuelle. Les revenus qui vont être éligibles à ce dispositif sont les revenus liés à la concession ou sous-concession des actifs et également les plus-values de cession de ces mêmes actifs, à condition qu'ils aient été acquis à titre onéreux depuis au moins 2 ans et qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre l'entreprise qui céderait l'actif en question, le brevet, certificat d'obtention végétale ou logiciel, et l'entreprise qui acquérait ce même actif. Ce dispositif est optionnel et est soumis à une double obligation, à la fois déclarative et documentaire. L'option se fait par actif ou éventuellement par famille d'actifs. On a la possibilité,
si cela fait sens au niveau de l'activité de l'entreprise, au niveau de l'identification des revenus, de l'identification des dépenses, on le verra par la suite, de faire un regroupement par famille d'actifs et d'opter au dispositif au niveau de cette famille d'actifs. C'est ce qu'on voit ici sur nos actifs 4, 5, 6, pour lesquels la société pourrait opter directement pour une famille au global sur ces trois actifs. Les autres actifs, pour les autres actifs, on a la possibilité d'opter pour chacun d'entre eux. Cette option se fait via un feuillet fiscal qui était adressé en parallèle de l'envoi de l'alias fiscal. Comme pour le crédit d'impôt recherche, les sociétés doivent produire une documentation justificative qui est à tenir à disposition de l'administration fiscale et qui viendra, en cas de contrôle fiscal, justifier du bien fondé de l'option au dispositif. Cette documentation justificative devra permettre de donner des éclaircissements quant aux activités de R&D menées par l'entreprise, des précisions sur les actifs qui ont fait l'objet d'une option au dispositif, et ensuite tous les calculs qui ont mené justement au calcul de l'avantage fiscal qui a pu être obtenu grâce à l'option à ce dispositif. Le calcul de cet avantage fiscal se fait en plusieurs temps. Tout d'abord, la société doit être en mesure d'isoler les revenus bruts. Ce qu'on appelle revenus bruts sont les revenus qui sont uniquement liés à la concession de droits sur l'actif en question. Si on prend un exemple d'un éditeur logiciel qui vendrait son logiciel via licence, les revenus, il doit être en mesure d'isoler les revenus liés uniquement à la concession de cette licence. C'est-à-dire que si en parallèle, la société vend du service, vend de la maintenance ou éventuellement de la formation sur ce même logiciel, elle va devoir isoler les revenus qui sont liés uniquement à la concession de licence. De ces revenus bruts seront déduits les dépenses de R&D engagées sur l'année en lien avec cet actif. Par dépenses de R&D, on entend les dépenses de personnel, l'éventuelle sous-traitance et également tout ce qui va être prise et maintenance de brevets. Les revenus bruts moins les dépenses de R&D nous amènent au revenu net, auxquels vont être appliqués un ratio nexus. Le ratio nexus, c'est le rapport entre les dépenses de R&D qui sont portées directement par l'entreprise ou qui seraient éventuellement externalisées auprès d'entreprises non liées, et au dénominateur, du coup, ces mêmes dépenses, plus les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées et les éventuels coûts d'acquisition d'actifs. L'intérêt de ce ratio nexus est de venir splitter, de venir partager la part des revenus nets qui vont être imposés au taux préférentiel de 10% de la part des revenus nets qui seront imposés au taux classique de 28 ou 31% par exemple. On verra dans un exemple dans quelques minutes tout le cheminement, tout le travail qui doit être fait étape par étape pour arriver à ce calcul d'avantage fiscal. En synthèse sur ce dispositif, la première étape est bien entendu l'engagement de travaux de R&D. La société doit bien entendu engager des travaux de recherche et, à partir de ces travaux de R&D, créer des actifs de propriété intellectuelle. Elle doit ensuite, au travers de ces actifs de propriété intellectuelle, percevoir des revenus, des royalties ou des revenus liés simplement à la vente de licences logicielles, par exemple. Et donc identifier, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les revenus qui sont uniquement liés à la concession de droits sur ces actifs de propriété intellectuelle. En parallèle de ça, elle va devoir identifier les dépenses de R&D, à la fois pour le calcul du revenu net, à partir des revenus bruts, mais également pour le calcul du ratio nexus. Chacune de ces dépenses de recherche devra être allouée à un actif ou à une famille d'actifs en fonction de l'option qui est choisie pour le dispositif. Une fois toutes ces étapes faites, la société va pouvoir calculer à la fois son ratio nexus et du coup déterminer l'avantage fiscal né de l'option dispositif et déclarer du coup cet avantage fiscal dans sa liasse fiscale. On vous propose ici un exemple d'application du dispositif pour essayer de mieux comprendre les différentes étapes et le cheminement qui peut être fait pour opter à ce dispositif de l'IP-Box. On va prendre un exemple où une société a engagé des travaux de R&D depuis quelques années
qui ont donné lieu au développement de plusieurs actifs de propriété intellectuelle. Tout d'abord, 5 brevets, un brevet qui est vraiment indépendant, qu'on va nommer A, et 4 brevets qui sont en lien avec un produit unique, qui est le produit B, et également un logiciel qu'on appellera C. Au cours de l'année 2020, la société identifie plusieurs revenus liés à chacun de ces actifs, soit directement au brevet A, mais également au produit B, donc on l'a vu qui est un regroupement de brevets, et le logiciel C. Au niveau des revenus du brevet A et du produit B, on est ici sur des revenus intra-groupe, c'est-à-dire c'est des royalties qui sont issus de la concession de droits sur ces brevets aux différentes filiales étrangères du groupe. Donc la société française qui détient la propriété intellectuelle donne le droit aux filiales étrangères d'utiliser ces brevets et perçoit en contrepartie des royalties. Ce sont ces royalties qui vont être éligibles ici dans ce dispositif. Pour ce qui est du logiciel, on est dans notre exemple sur un cas un peu plus classique qui est une vente de licence à des clients tierces. En parallèle de l'identification des revenus, la société a identifié des dépenses de R&D pour chacun des actifs ou familles d'actifs. Pour le brevet A, on est uniquement sur des frais de prise et maintenance de brevets qui sont liés du coup au maintien des brevets qu'elle peut avoir dans les différents pays. Au niveau du produit B, on a encore des travaux de R&D qui sont engagés pour faire évoluer ce produit. Donc des travaux à la fois, des dépenses qui concernent à la fois des dépenses de personnel, donc des jours hommes, de la sous-traitance, et on a également de la prise et maintenance de brevets. Tout ça pour un total de 650 000 € dans notre exemple. Et au niveau du logiciel C, de la même manière, la société continue d'engager de la recherche pour faire évoluer son logiciel. On arrive du coup aux revenus nets qui sont simplement la différence entre les revenus bruts identifiés ici et les dépenses de R&D qu'on a identifiées sur l'année. Nos revenus nets sont donc les suivants. Pour le brevet A, 1,5 million d'euros, 8 millions pour le produit B et 500 000 € pour notre logiciel C. En parallèle de ça, la société a également identifié les dépenses de R&D qu'elle a menées au cours des années antérieures et qui vont lui permettre de calculer son ratio Nexus. Puisque pour le calcul du ratio Nexus, on doit prendre en compte les dépenses de R&D de l'année, mais également toutes les dépenses de R&D qui ont été engagées pour le développement de l'actif en question. Au niveau du brevet A, les dépenses engagées pour le développement du coup de ce brevet concernent à la fois des dépenses de personnel, des frais de prise et maintenance de brevet, et également de la sous-traitance, mais auprès d'entités qui n'ont pas de lien de dépendance avec la société qui va déclarer le bénéfice de ce dispositif. Au niveau du produit B, on retrouve de la même manière des dépenses de personnel, des frais de prise et maintenance de brevet, et cette fois également de la sous-traitance sans lien de dépendance et également avec lien de dépendance, donc des filiales du groupe, par exemple à l'étranger. Pour le logiciel C, on retrouve là aussi des jours hommes, dépenses de personnel, du temps interne, de la sous-traitance sans lien de dépendance et de la sous-traitance avec lien de dépendance. Pour chacun de ces actifs ou familles d'actifs, la société, ayant identifié ses dépenses de R&D, va être en mesure de calculer le fameux ratio Nexus, qui est aussi appelé rapport d'assujettissement auto-réduit. Pour le brevet A, les dépenses à prendre en compte au numérateur et au dénominateur sont les mêmes, puisqu'on n'a que des dépenses qui ont été portées directement par l'entreprise ou externalisées auprès d'entreprises non liées. Le ratio Nexus est donc assez simple à calculer, puisqu'il va être de 1. Au niveau du produit B, on va avoir des dépenses qui vont être à inscrire au numérateur et des dépenses qui vont être à inscrire au dénominateur uniquement. Ces dépenses à inscrire au dénominateur uniquement, ce sont les dépenses de sous-traitance auprès d'entreprises avec lien de dépendance, qui sont ici dans notre exemple d'1 million d'euros. On a la possibilité dans cette situation où le dénominateur est supérieur au numérateur de majorer le numérateur de 130%. C'est l'opération qui était réalisée ici et qui nous amène dans le cas de notre famille d'actifs B, produit B, un ratio Nexus de 0,65. On réalise le même calcul sur le logiciel C
et on arrive à un ratio nexus de 0,8 puisque là encore, on a certaines dépenses de sous-traitance avec l'indépendance qui viennent diminuer notre ratio nexus. Ayant calculé d'une part les revenus nets et d'autre part le ratio nexus, la société va être en mesure de déterminer finalement l'avantage fiscal associé à l'option à ce dispositif. Donc pour mémoire, le ratio nexus va venir nous partager la part des revenus nets imposés au taux préférentiel de 10%, de la part des revenus nets qui sera imposée au taux classique de 28 ou de 31% par exemple. Dans notre exemple, la totalité des revenus nets du brevet liés à l'actif A, lié au brevet A, seront imposés au taux de 10%. C'est ce qu'on retrouve dans le cadre du haut. Au niveau du produit B, seulement 65% des revenus du produit B seront imposés à 10%. Les 35% restants seront imposés au taux classique. Pour le logiciel C, on est sur une base de 80% des revenus nets qui seront imposés à 10% et les 20% restants seront imposés au taux classique qu'on a proposé dans notre exemple de 31%. Sur cette hypothèse, on arrive à un gain net d'impôt par rapport à une imposition sur une tranche à 31% de 1,5 million d'euros environ, en reprenant les différents exemples chiffrés de notre exemple d'application qu'on a souhaité vous proposer. En synthèse, Hemming est en mesure de vous accompagner sur ce dispositif de la Patent Box ou de l'IP Box avec un accompagnement qui va se faire tout au long de la vie du dispositif. Ça va être sur l'identification des revenus éligibles et vous accompagner peut-être à isoler la part des revenus qui seraient éligibles et qui seraient à inscrire dans ce dispositif. Des propositions d'options par actif ou par famille d'actifs, puisqu'on a vu qu'on a la possibilité de regrouper par famille d'actifs et que du coup, l'avantage fiscal qui va découler d'un regroupement par famille ou d'options par actif isolé ne sera pas forcément le même. Vous accompagnez à identifier les dépenses éligibles pour le calcul du revenu net et le calcul du ratio nexus. Et vous proposez à ce stade plusieurs scénarios de calcul d'avantage fiscal. Plusieurs scénarios puisque en fonction des regroupements par famille d'actifs, en fonction de votre situation fiscale et de votre besoin de trésorerie à court et moyen terme, on est en mesure de vous proposer plusieurs scénarios qui vous permettront d'opter au meilleur scénario vous concernant et d'opter dans les meilleures conditions à ce dispositif. On vous propose bien entendu également de vous accompagner sur la rédaction de la documentation justificative, documentation qui, pour mémoire, est à tenir à disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle pour justifier du bien fondé de l'option à ce dispositif. On propose également un accompagnement en cas de contrôle fiscal pour sécuriser le dispositif et également au travers de notre audit, dont on vous proposera des processus pour sécuriser et pour faciliter la mise en place du régime pour les années ultérieures. Merci Frédéric. On vous remercie pour votre attention et on vous laisse la main si vous avez des questions. Delphine, on te repasse la main. Merci beaucoup. Merci Frédéric pour cette présentation ainsi que Laïla et Amandine. Je vous propose maintenant de passer à la partie questions. Et d'ailleurs, j'ai une première question qui est arrivée dans le module questions qui concerne l'IP Box. Je n'ai pas opté au dispositif lors de mon exercice 2019. Puis-je le faire? Puis-je faire une déclaration Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Puis-je faire une déclaration rectificative? Frédéric, je pense que c'est tout pour toi. Oui, effectivement, je vais prendre effectivement la réponse. Merci Delphine. Du coup, effectivement, si vous n'avez pas opté dans les temps pour votre exercice 2019, vous avez la possibilité de faire une déclaration rectificative et d'opter aujourd'hui de manière du coup rectificative pour l'année 2019. On a fait ce travail avec plusieurs de nos clients et on a eu des retours positifs de l'administration fiscale sur l'option a posteriori pour l'exercice 2019. Donc rien n'est perdu pour l'année 2019. Si vous souhaitez opter aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous étiez déjà éligible à ce dispositif l'an dernier.
Merci beaucoup Frédéric. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Avez-vous déjà des retours d'expérience contrôle de la décision FNAMS? Je pense que c'est plutôt pour Laïla cette question. Laïla, je te laisse la main. Merci Delphine. Oui, effectivement, à date, notre retour d'expérience contrôle sur le sujet montre que l'administration fiscale suit en majorité la position de principe de la décision FNAMS. Mais attention, on remarque quand même sur 2-3 contrôles qu'elle va sur le sujet, sur la distinction qui a effectuée selon le MESRI entre la sous-traitance de spécialité et la sous-traitance de capacité pour rectifier ce poste de dépense. Merci beaucoup Leïla. J'ai une autre question qui vient d'arriver concernant plutôt la partie IP Box. Donc comme pour le CIR, un agrément est-il nécessaire pour la sous-traitance? Frédéric, je te laisse la parole. Merci Delphine. Donc non, contrairement au crédit d'impôt recherche, les dépenses de sous-traitance peuvent être incluses dans le dispositif de l'IP Box sans qu'il y ait un agrément. Donc tous les prestataires finalement qui interviennent à vos côtés pour développer les actifs de propriété intellectuelle, pour mener des travaux de recherche à vos côtés, toutes ces dépenses-là peuvent être prises en compte pour le calcul à la fois du ratio Nexus et le calcul des revenus nets éligibles au dispositif de l'IP Box. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Quel lien entre l'IP Box et le CIR pour pouvoir bénéficier du dispositif IP Box? Est-il nécessaire d'avoir de la R&D éligible au CIR? Alors effectivement, le lien est à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour qu'un actif soit éligible au dispositif de l'IP Box, il faut qu'il ait fait l'objet de travaux de R&D au sens du crédit d'impôt recherche pour pouvoir être éligible. Au niveau du périmètre des dépenses, on n'est pas tout à fait à isopérimètre avec le CIR, mais au niveau des activités qui rentreront en ligne de compte, on est bien sur les mêmes activités R&D au niveau du dispositif de l'IP Box et au niveau du crédit d'impôt recherche. Frédéric, autrement dit, si on n'a jamais fait appel au dispositif du CIR, peut-on prétendre à l'IP Box? Oui, puisque c'est pas parce qu'on n'a pas fait appel au crédit d'impôt recherche qu'on ne peut pas bénéficier de l'IP Box. Il faut qu'on ait mené des activités qui potentiellement pouvaient être éligibles au crédit d'impôt recherche. Mais on n'a pas d'obligation. Effectivement, si on a opté par le passé, c'est plus simple pour justifier auprès de l'administration fiscale dans un second temps. Mais il n'y a aucune obligation à avoir opté au crédit d'impôt recherche. Encore une autre question, Frédéric, elle est encore pour toi pour la partie est-il nécessaire d'immobiliser des charges R&D? Si oui, forcément à 100%? Alors non, on n'a pas d'obligation d'immobiliser des charges de R&D. En revanche, si on immobilise des charges de R&D, on a la possibilité à la fois pour le calcul du ratio Nexus et pour le calcul du revenu net de ne pas forcément prendre en compte les dépenses au réel, mais de prendre la dotation aux amortissements des charges de R&D immobilisées. Merci Frédéric pour toutes ces réponses et ainsi que Laïla. Je crois que nous allons maintenant clôturer notre webinaire. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez sans aucun problème les envoyer sur l'adresse finance-innovation@eming.com. Et si Frédéric, tu peux passer à la slide suivante, on vous remercie et on vous propose de surtout prendre soin de vous en cette période compliquée. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé à ce webinaire. Merci Frédéric, merci Laïla et Amandine. À très bientôt en ligne. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.